Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион алых роз. Le début de l'existence de Léonard Rosenthal, qui s'est déroulé dans l'Empire russe, résonne fortement avec des guerres du XXIe siècle dans cette partie du monde. Le tsar de la Russie d'aujourd'hui, après avoir détruit la capitale de la Tchétchénie pour en prendre le contrôle, a entrepris d'annexer brutalement l'Ukraine pour la réintégrer dans un nouvel empire. Osera-t-il faire de même avec les pays baltes devenus européens? C'est avec une femme russe originaire de la Livonie, devenue la Lettonie, que Léonard a passé la dernière partie de sa vie. La russification du Caucase, commencée au XVIIe siècle, s'était poursuivie par plusieurs guerres jusqu'en 1864. Lorsque Léonard a 3 à 4 ans, un conflit oppose encore l'Empire ottoman à l'Empire russe, qui avait décidé de libérer les peuples slaves méridionaux de la domination ottomane. Les parents de Léonard s'étaient installés à Vladikaukaz, au pied de la chaîne du Caucase, dans une région qui est devenue l'Ossétie du Nord. Il naît toutefois dans une ville située à environ 90 km. Rachel, la mère de Léonard et de ses nombreux frères et sœurs, est en effet originaire de Grozny, devenue la capitale de la Tchétchénie. Petite fille d'éleveur de chevaux, elle a 18 ans quand elle épouse Misha, qui francisera son prénom en Michel, alors âgé de 29 ans. Issu de famille juive, il se marie à la synagogue de Vladikaukaz, juste avant la naissance de leur première fille, Nastinka. Ce couple prolifique a 3 filles en 4 ans, avant Léonard 2 années plus tard. Ensuite suivent 3 garçons, une autre fille et un dernier fils, le 9e enfant. Comme ses sœurs et ses frères, Léonard n'est pas russe, comme il le laissera penser plus tard dans ses livres et ses propos. En effet, leur grand-père paternel, prénommé également Michel, était venu des rives du Danube dans l'actuelle Roumanie, région sous domination russe, mais dans l'Empire ottoman. Leurs ancêtres, qui s'y étaient installés, étaient issus de l'actuelle Allemagne. Le commerce de denrées et de céréales du grand-père de Léonard ne suffisait pas à faire vivre sa famille, victime de l'antisémitisme comme toutes celles de sa communauté. Il avait choisi la ville de Vladikaukaz, située comme Grozny, sur une ligne de forteresse dans les régions du Caucase, où le tsar facilitait l'installation d'étrangers, même juifs, afin de les peupler. La famille vit dans une grande maison, au bord du fleuve Terek. Michel poursuit le commerce de verrerie et de dilannerie que son père avait établi et le fait évoluer vers la cristallerie et l'orfèvrerie. Il vend notamment des services de table en porcelaine d'Allemagne et de France.
La clientèle s'embourgeoisant, Michel propose désormais des verres fabriqués en France par la cristallerie de Baccarat. Il se rend souvent à Kiev, où se trouvent ses fournisseurs, grâce à la ligne de chemin de fer construite en 1875. Leur père donne aux garçons des prénoms de princes et de rois qui avaient laissé leurs souvenirs dans l'histoire. Malgré les traditions juives de la famille maternelle, tous les enfants sont éduqués de manière non religieuse. À seulement 34 ans, mais après 9 accouchements, Rachel décède lors d'une nouvelle fausse couche ayant causé une hémorragie. Léonard n'a que 10 ans, mais selon la tradition, en tant qu'aîné des garçons, il doit, empli de chagrin et maladroitement, fermer les yeux et la bouche de sa mère. À 13 ans, Léonard passe de plus en plus de temps dans le magasin de son père pour l'aider, alors qu'il a ajouté à ses activités commerciales le négoce de vin et de blé. En 1887, une mauvaise récolte de blé dans le sud de la Russie donne à Léonard l'opportunité de changer d'horizon et de faire ses preuves. C'est à lui que son père, récemment remarié et devant rester à son magasin, demande d'aller chercher les quintaux de céréales commandés par des commissaires impériaux. L'Ukraine et les régions voisines, notamment le Kouban proche de la Crimée, disposent de plaines fertiles qui leur permettent déjà à cette époque d'exporter une grande partie de leur production de blé. Après un voyage dans un train qui ne traverse pas les zones agricoles du Kouban, il doit les rejoindre dans un véhicule traditionnel nommé tarantas, une voiture de bois très peu confortable tractée par un cheval. Celui-ci est périodiquement remplacé par l'un des 2 autres chevaux qui galopent à ses côtés. Bien accueillis par les paysans, il négocie leur blé qu'il fait mettre dans des sacs sur des charrettes très chargées dont l'acheminement vers la gare la plus proche est difficile. Se rappelant que des meuniers ont une dette envers son père, il en profite de manière très astucieuse pour réduire le volume en faisant moudre le blé. Ce n'est qu'à la fin de leur travail qu'il annonce ne pas devoir en payer l'intégralité. Absent de Vladikaukaz pendant 3 semaines, Léonard y retourne en train avec sa cargaison de sacs de farine. À son arrivée, l'accueil de son père n'est pas celui qu'il espérait. Celui-ci lui donne une mémorable paire de gifles, marquant son mécontentement de ne pas avoir reçu de ses nouvelles. Dans l'un de ses livres, Léonard écrira que ce geste l'a décidé à quitter sa famille pour commencer une nouvelle vie. En fait, son père avait décidé de l'envoyer en éclaireur à Paris pour qu'il se forge un avenir meilleur et prépare l'arrivée de la famille. Après les pogroms qui se sont multipliés depuis 1880, le tsar Alexandre III a décidé de classer les Juifs en 3 catégories. Ceux qui ne disparaîtront pas auront le choix entre la conversion et l'émigration. Après un grand dîner avec tous les membres de la famille élargie, ceux-ci l'accompagnent à la gare. À 14 ans, il part seul avec seulement une sacoche pour un long voyage sans retour. Son premier train le conduira au-delà de la ville d'où il était revenu avec le blé moulu, jusqu'à Rostov-sur-le-Don. Les paysages défilent en changeant le long des 700 km de ce premier parcours vers les plaines. Les arrêts trop courts, notamment le premier dans une station thermale d'altitude, ne lui permettent pas de visiter les villes traversées. À l'arrivée, le train traverse le Don sur un long viaduc métallique qui sera remplacé 2 fois jusqu'à nos jours pour laisser passer de plus hauts navires. Après plus d'1 jour de voyage, dont une nuit sans pouvoir réellement dormir sur sa banquette inconfortable, il peut se dégourdir les jambes en découvrant la ville de Rostov-sur-le-Don. Dans un autre train traversant des plaines agricoles de l'Ukraine, Léonard termine le trajet ferroviaire que son père connaît bien. Attendant le départ de son prochain train, il se promène dans la grande ville bruyante et colorée qui est déjà devenue Kiev. Sur la place Sainte-Sophie, il peut voir un monument dont la construction est terminée, mais le cheval et son cavalier à son sommet ne seront dévoilés que lors de l'inauguration prochaine. Lorsque le train traverse le sud de la Pologne, au pied des Carpates, Léonard a déjà quitté sa famille depuis plus d'1 semaine. Il passe à Cracovie sans pouvoir visiter cette ancienne capitale polonaise.
le train continue son parcours vers l'Autriche. L'arrivée à la gare de Vienne marque l'entrée dans l'Europe occidentale, un autre monde pour Léonard. La dernière partie du voyage se fait dans un train plus confortable qui circule depuis 5 ans, l'Express d'Orient, qui sera bientôt nommé Orient Express. Enfin, la ville promise apparaît. Au terme d'un voyage d'une dizaine de jours, Léonard arrive au petit matin à la gare de l'Est. Il en sort seul avec sa sacoche, sans connaître un mot de français. Toutefois, il sait où aller. Son père a demandé à des amis, anciens voisins de Vladikaukaz, de l'héberger chez eux. Anticipant l'aisance financière qu'il espère acquérir rapidement, il aile un fiacre pour les rejoindre. Il est accueilli rue Boulle, dans le 11e arrondissement, où de nombreuses entreprises artisanales du bois et de la métallurgie ont attiré des étrangers à la recherche d'emploi, notamment des Juifs de l'Est. C'est le cas de Moïse Tsank, dont Léonard se rappellera lorsqu'il choisira son métier, le négoce de pierre fine. Toutefois, la famille ne parle que le russe, alors qu'il veut rapidement apprendre le français. Il s'ennuie dans sa chambre qui donne sur un mur aveugle. Nous pouvons imaginer que 7 ans avant l'invention du cinématographe par Auguste des Louis-Lumière, il voit sur ce mur écran des images des grands espaces qu'il a quittés après y avoir fait de multiples cavalcades avec ses frères. Les allocations que son père lui accorde chaque mois lui permettent de louer un petit logement. Il s'installe dans une mansarde du 9e arrondissement. L'immeuble se trouve au début de la rue Bréda, à quelques pas de la place Saint-Georges et de l'église Notre-Dame de Lorette. La situation de sa chambre au niveau du toit lui fait faire de l'exercice pour y monter et en descendre. Léonard rencontre fréquemment Louise Brémond, la locataire du rez-de-chaussée qui y tient un commerce particulier, et surtout les jeunes filles surnommées Laurette qu'elle y fait travailler. Il ne semble pas qu'il ait croisé Émile Zola, qui y est venu plusieurs fois, non pas pour la gaudriole, mais pour se documenter sur le fonctionnement de la maison, afin de rédiger son roman Nana. Explorant le quartier, Léonard découvre une école commerciale dans l'avenue Truden. Il décide de s'inscrire dans cet établissement de la Chambre de commerce de Paris. Léonard suit son enseignement qui l'ennuie, alors qu'il ne maîtrise pas encore le français. Il relatera cet épisode dans l'un de ses ouvrages, mais il omettra de mentionner qu'il est sorti de l'école sans diplôme. Le soir, il parcourt les rues du quartier de Pigalle voisin, entrant parfois dans un cabaret ou dans un bar. Il va souvent boire une bière dans la brasserie des Martyrs, reliant 2 rues très fréquentées par des peintres qui deviendront célèbres. Une jeune femme de 16 ans s'y produit, commençant sa carrière de chanteuse. Se rencontrant dans la rue, ils font connaissance, et ambitieux l'un comme l'autre, ils nouent une relation amicale qui devient charnelle. Elle aura une grande notoriété après avoir légèrement transformé le nom de scène qu'elle avait choisi. Que j'ai de grandes calottes, que je n'ai que 3 notes, c'est vrai. On dit que j'aime jouer les arpettes, les marchandes de violettes, c'est vrai. Comme tous les Parisiens, Léonard suit la progression d'une immense construction métallique. La tour de Gustave Eiffel sera la plus importante attraction de l'exposition universelle de l'année prochaine. Après avoir fait le tour des plaisirs de son quartier, Léonard découvre à peine plus loin la salle des ventes. Il y va de plus en plus souvent pour apprendre les procédures et les astuces des enchères. Il commence à acheter des objets qu'il revend avec un petit bénéfice. Il racontera avec beaucoup de détails l'épisode qu'il considérait comme sa première réussite en affaires. Après avoir rencontré dans l'une des salles de l'hôtel des ventes un ancien menuisier italien qui n'arrive pas à nourrir sa famille, il s'intéresse à un lot de planches mises en vente. Elles proviennent en fait d'une armoire normande. Léonard lui propose qu'il s'associe pour remonter et réparer l'armoire afin de la revendre. Il fournit la moitié de la somme nécessaire, puis achète les outils manquants. L'artisan italien se met au travail et reconstitue l'armoire. Quelques jours plus tard, la vente de cette armoire procure un premier bénéfice important. Léonard réalise d'autres affaires plus intéressantes, développant son aptitude à apprécier la valeur de toute marchandise.
S'approvisionnant également dans les monts de piété, il achète les objets les plus hétéroclites pour les revendre. Parapluie, huile de foie de morue à hareng qu'il fait ensuite mariner, jouets, wagons de foin, petits chiens, etc. Il se fournit aussi dans les magasins de soldes, mais une affaire mauvaise sur 5 lui fait souvent perdre les bénéfices des autres. À cette époque heureuse, il ne mange toutefois qu'un seul repas chaud par semaine. Alors qu'il est très fatigué, un médecin rencontré par hasard lui conseille un séjour dans les Alpes. Arrivé à Évian, il va d'abord au Splendide, le plus bel hôtel de la station. Le prix de la pension est sans rapport avec ses maigres ressources. C'est le cas de tous les hôtels jusqu'au plus modeste dont il fait le tour. Sur le conseil d'un marchand de nouveautés, il se rend en calèche à travers de magnifiques paysages au village d'Abondance distant de 30 km. Expliquant sa situation, il réussit à obtenir la meilleure chambre pour moins de la moitié du prix en saison, tout en bénéficiant de repas copieux et excellents. Ayant retrouvé une bonne santé en 2 semaines, il se lie avec les clients auxquels il apprend à danser la mazurka polonaise et improvise avec eux un orchestre d'instruments de musique divers et de casseroles, avant de les entraîner avec torches et flambeaux à travers le village. Il organise diverses excursions. L'hôtel des Alpes se remplit au fur et à mesure que les établissements voisins se vident de leurs clients qui s'y ennuient. Léonard repart en bonne forme physique et morale en se disant à lui-même « Les yeux ouverts, la démarche confiante, l'esprit libre et le cœur satisfait, l'optimiste s'en va droit vers son étoile. » Bientôt, Léonard reçoit une lettre de son père qui lui rappelle qu'il doit trouver un travail pour subvenir à ses besoins et aider sa famille qui le rejoindra prochainement. Ses premières recherches sont infructueuses. Se rappelant son expérience de la vente de cristallerie de baccarat dans le magasin de son père, il se présente au siège de la société rue de Paradis, où sa candidature est acceptée. Dans le magasin où sont luxueusement exposées des cristalleries et faïenceries produites en Alsace et en Lorraine, Léonard se montre très efficace pour servir et satisfaire la clientèle. Il est étonné par l'importance de sa première paye, 2 louis d'or, mais celle-ci fond très rapidement. Léonard va devoir se serrer dans son petit logement lorsqu'arrivent 2 de ses frères, Adolphe et Henri, envoyés par leur père. Bientôt le deuxième, qui restera toujours en marge de la famille, repart et Victor vient le remplacer. Le trio qui développera les affaires de la famille sous le nom Léonard, Rosenthal et frères est ainsi constitué. Aucune photo d'eux à cette époque n'étant disponible, nous devons les imaginer dans leur adolescence. Manquant de place, les 3 frères s'installent dans une autre chambre, plus grande, mais également sous le toit d'un immeuble du 9e arrondissement. Celui-ci est situé rue Méran, à proximité de la rue Lafayette. Adolphe est le seul de la fratrie à vouloir poursuivre ses études. Ayant réussi l'examen du baccalauréat, il est admis à l'École nationale d'arts et métiers. Il en sortira 3 ans plus tard avec un diplôme d'ingénieur. Est-ce afin de mieux maîtriser le français que Léonard allait souvent alors à la Comédie Française ? Il racontera plus tard qu'à 20 ans, très pauvre encore, il aimait le théâtre, faisant longuement la queue pour obtenir une place au poulailler du Français ou de l'Opéra Comique. Participant comme leur père à payer les frais des études d'Adolphe, Léonard est parfois à court d'argent. Il n'hésite pas une fois à en emprunter au père d'un camarade d'école de son frère, négociant en vain à Bercy. La rue Méran étant dans le quartier où sont établis les négociants en perles et pierres précieuses, suivant l'exemple de Moïse qu'il a accueilli à Paris, il tente de se faire une place dans ce domaine. Avant de se lancer dans les perles, il commence comme il l'avait fait avec divers autres objets, en achetant des bijoux d'occasion à la salle des ventes ou chez des bijoutiers pour les revendre avec de petits bénéfices. Il fait connaissance avec des négociants qui abusent parfois de son inexpérience. Toutefois, l'un d'eux fera l'objet d'une ruse de sa part, comme il le racontera plus tard, pour montrer son sens des affaires. Bien qu'il ne soit pas intéressé par le collier qui lui est proposé, Léonard l'achète. Rentré chez lui, il rompt le collier, il classe les perles en différentes catégories, peu après, il présente un lot de perles au négociant en le persuadant qu'il est très bon marché et très avantageux pour lui.
Après lui avoir revendu ses propres perles avec 10% de bénéfice, il lui en indique l'origine. Ils en rient ensemble avant que Léonard annule la vente, déclarant qu'en affaires, commerçants et clients doivent trouver profit réciproque. Au cours de la première année du nouveau siècle, Léonard développe ses affaires. Il a désormais les moyens de mieux se loger avec ses frères. Ils emménagent dans un petit appartement d'un immeuble récent de la rue Cadet et il installe son négoce en perles et pierres dans l'un des 2 magasins du rez-de-chaussée. Il reste ainsi dans le même quartier mais plus proche des grands boulevards et de leurs habitants bourgeois constituant leur clientèle et la classe dont ils veulent faire partie. Avec ses premiers gains, ne mangeant pas tous les jours à sa faim, Léonard se jette sur les buffets de hors-d'œuvre de la brasserie universelle. Un autre déménagement rue de Gramont, à l'angle du boulevard des Italiens, le rapproche de la place de l'Opéra. Il décide bientôt de choisir cette adresse prestigieuse pour y installer son commerce, puis son logement, dont l'accès se fait par une très belle porte. Léonard devient un familier du Café de la Paix, situé de l'autre côté de la place. Ce lieu très fréquenté offre des rencontres avec des personnalités très diverses, notamment des domaines de la politique, de la presse et de la littérature. Léonard peut maintenant s'offrir des repas dans des restaurants très chics des Champs-Élysées, tels que ceux de l'hôtel Élysée Palace et de l'hôtel Astoria. En face de ses bureaux, il côtoie les Parisiens et les Parisiennes qui se rendent aux représentations de l'opéra. Lui-même peut y aller facilement et, attendant le début du spectacle, observer la guirlande des globes lumineux qui entourent le plafond circulaire. Elle est appelée le collier de perles, à l'image des ornements des cous de la plupart des spectatrices. Toutefois, le décor du plafond qu'il peut admirer n'est pas celui que réalisera en 1964 un autre célèbre émigré de Russie. Les heures du jour et de la nuit avaient été peintes par Jules Eugène Lenepveu, le peintre préféré de Napoléon III.